Joseph Walker est sur le point de réaliser un vol historique, mais il ne le sait pas encore. Il sourit à son pilote de chasse, qui lui fait le signe OK et ferme le cockpit de son compagnon d'acier, le tout dernier avion fusée non motorisé, le X-15. Il est placé sous l'aile d'un bombardier B-52. Il décolle et monte jusqu'à 45 000 pieds. Joseph est calme et enthousiaste, car il s'est préparé à ce moment toute sa vie. Il a une confiance totale dans son appareil aux ailes d'acier. Le bombardier largue le X-15, l'avion fusée s'allume et avec une poussée fantastique, Joe s'envole à toute vitesse vers le bord de l'espace. Il sait que son rêve de réaliser le tout premier vol suborbital en avion va bientôt se réaliser. Joe ajuste les commandes pour intensifier l'énergie de la fusée. Contrairement à la vue habituelle du ciel bleu depuis un avion, la magnifique forme incurvée de la planète Terre et son horizon noir sont un privilège visuel réservé à une poignée de chanceux. La réaction de Joseph Walker montre qu'il fait l'expérience de la pesanteur. Bienvenue dans l'espace. Le pilote déclare tranquillement « On l'a fait les gars ». Le nom de famille de Walker l'a toujours automatiquement propulsé vers l'action. Il lui suffisait d'aller de l'avant, de viser des objectifs plus élevés et de ne jamais s'arrêter. Lorsqu'il était adolescent, il aimait courir, les bras tendus sur les côtés. Il imaginait que ses jambes se soulevaient soudainement du sol et il se sentait voler, planant dans les airs, à la fois comme un homme et comme un avion. Quand il travaillait comme pilote d'essai, il avait l'habitude de survoler les lumières des villes au crépuscule. Elles s'assemblaient en mosaïque gigantesque en dessous et lui faisaient penser aux étoiles lointaines qu'il voulait atteindre. Son rêve de devenir astronaute et d'obtenir le fameux badge qu'il considérait comme un grand honneur est né à cette époque. En vue d'accomplir son rêve, Joseph a beaucoup étudié et a obtenu un diplôme en physique. Il a également acquis une grande expérience des essais dans les premiers avions de la série X et a effectué 27 vols dans des avions fusées après avoir rejoint la NACA à Dryden en 1951. NACA signifie National Advisory Committee for Aeronautics, soit le Comité consultatif national de l'aéronautique en français. Il combinait cette expérience avec celle d'un ingénieur compétent. Qu'est-ce qui pousse un pilote d'essai à risquer sa vie tous les jours ? Le courage, le devoir, la dévotion, la passion, un peu de tout ça en même temps. Joseph était un pilote d'essai talentueux et n'aurait échangé son poste pour rien au monde, mais il avait toujours visé plus haut. Il est donc devenu la personne idéale pour le programme de vol spatial X-15 lorsqu'il a été invité à en être le pilote en chef. Toute l'équipe, y compris les ingénieurs et les 12 pilotes d'essai, devait prouver qu'elle pouvait concevoir un avion capable de voler et de survivre à des vitesses hypersoniques. Avant, il n'y avait que des théories sur le vol hypersonique et des essais en soufflerie à petite échelle. C'est pourquoi le projet a soulevé beaucoup de questions telles que « Pourront-ils le prouver ? Parviendront-ils à concevoir un avion stable et manœuvrable à des vitesses hypersoniques ? Pourront-ils créer une structure qui survivra aux frictions extrêmes associées aux vitesses hypersoniques ? Et plus important encore, un pilote pourra-t-il survivre et s'adapter à de pareilles conditions ? Lorsque le X-15 se détache de l'aile du bombardier, il est d'abord en chute libre pendant plusieurs secondes. Et ce n'est qu'ensuite que les fusées peuvent être allumées. Il y avait un risque considérable de défaillance de ces fusées. L'équipe a également dû concevoir un avion qui serait contrôlable en dehors de l'atmosphère et qui pourrait réussir à rentrer dans celle-ci à grande vitesse et avec un angle abrupt. Si le X-15 prenait un mauvais angle, l'avion serait détruit. Alors, ont-ils pu prouver tout cela ? Déjouer régulièrement l'adversité est le vrai travail de tout pilote d'essai. Joseph connaissait l'anatomie de son compagnon ailé aussi bien que la sienne, car sa vie en dépendait. Le X-15 ressemblait à un gros réservoir de propergol avec un cockpit. Il mesurait 15 mètres de long, 6 mètres de large et 4 mètres de haut. Mais les réservoirs de propergol occupaient environ la moitié de ces 15 mètres. Le X-15 pesait 7000 kg sans son carburant et 15 000 avec, sachant qu'il était constitué d'oxygène liquide et d'ammoniac anhydride. Pour voler à la vitesse hypersonique de Mach 6, soit 6500 km/h, il faut avoir un avion capable de survivre à des températures aussi élevées que 650 degrés Celsius. C'est pourquoi le X-15 a été construit en acier Inconel X, un alliage nickel-acier très résistant. Seuls 3 modèles ont été construits. Le X-15 était de loin l'avion le plus rapide existant à l'époque.
Il pouvait voler à une vitesse pouvant atteindre 7 fois la vitesse du son, soit 7275 km/h. Joseph Walker pouvait voler jusqu'à la limite de l'espace et réatterrir en 12 minutes. L'avion était propulsé par un moteur à ergol liquide Reaction Motors XLR 99 qui délivrait une puissante poussée de 250 kN. Lors du premier vol du X-15 de Walker, il ne se doutait pas de la puissance des moteurs fusées et a été comprimé dans son siège en criant « Waouh !» L'énorme siège éjectable pesait 122 kg. Il avait 2 grands ailerons de stabilisation déployés après l'éjection et 2 grandes perches télescopiques qui s'étendaient pour stabiliser le siège. L'avion avait une aile conventionnelle, bien que petite, d'une envergure de seulement 7 mètres et d'une surface d'environ 18 mètres carrés. La queue de l'avion était inhabituelle, avec 2 surfaces horizontales inclinées et 2 surfaces verticales. Cette queue ressemblait à l'empenne d'une flèche. Elle servait le même objectif, à savoir maintenir l'avion stable et pointé dans la bonne direction. Les empennages verticaux supérieurs et inférieurs étaient assez grands et épais par rapport à ceux des avions conventionnels. Leur section transversale était en forme de biseau avec une arête prononcée à l'avant et une base émoussée à l'arrière. Cela apportait une stabilité supplémentaire et empêchait l'avion de se retourner à des vitesses extrêmement élevées. Le capteur de flux d'air situé sur le nez de l'avion déterminait la direction du flux et la pression dynamique. Ce capteur était appelé le ball nose. Il était actionné par un servomoteur pour s'aligner sur le flux d'air affectant le nez de l'avion. À partir de cela, les ingénieurs ont obtenu l'angle d'attaque, l'inclinaison du dérapage et la pression dynamique de l'air s'écoulant autour de l'avion. Le nez était refroidi à l'azote liquide pour éviter qu'il ne fonde pendant le vol à grande vitesse. Pour s'amuser, Walker aimait parier avec ses collègues pilotes d'essai quant à savoir qui serait le premier à faire décoller l'avion-fusée au-dessus de la ligne de Kármán, la limite internationalement acceptée de 100 km au-dessus du sol. Le 22 août 1963, pendant le vol 91, Joseph Walker a établi un record mondial de la plus haute altitude atteinte par un avion X-15 non motorisé avec 108 km. Le X-15 est hissé jusqu'au pylône de l'aile du B-52. Les treuils sont situés dans les zones d'entretien, du ravitaillement en carburant et d'accouplement du X-15. Toutes les vérifications avant le vol sont effectuées. Décollage. Le X-15 est le premier avion à utiliser une plateforme inertielle et un ordinateur. Les instruments barométriques standards sont quasiment inutiles. Joseph en a sur le tableau de bord, mais il ne les utilise que pendant l'atterrissage, car ils ne fonctionnent pas à haute altitude ou en dehors de l'atmosphère. Pendant une bonne partie du vol, il utilise les données inertielles pour le contrôle et le guidage. Lancement. Le X-15 s'éloigne du bombardier et entre en chute libre pendant plusieurs secondes. Puis les fusées commencent à brûler en 85 secondes, générant une puissance extrême. Joseph tire l'avion vers le haut à un angle abrupt pour commencer à former une longue parabole et sort de l'atmosphère. Il a une bonne visibilité puisque les fenêtres sont à côté de sa tête. Une chose très inhabituelle concernant la visibilité à travers les fenêtres du X-15 est que le pilote ne peut voir aucune partie de l'avion, ni le nez, ni les ailes, rien. En général, les pilotes utilisent le nez et les ailes d'un avion comme référence d'altitude. Dans le X-15, la seule référence pour Joseph est le cadre de la fenêtre, ce qui, en un sens, est très désorientant. Mais d'un autre côté, une telle vue panoramique est idéale pour profiter du spectacle, à savoir la frontière entre la Terre et l'espace. Joseph trouve que c'est très calme ici, comme nulle part ailleurs. Mission accomplie. Joseph effectue une parabole parfaite et rentre dans l'atmosphère avec succès. Le X-15 est comme un vieux coucou robuste qui grince et gémit lorsqu'il accélère au-delà de cette vitesse extrême. Mais tout tient en place et cela permet à Joseph Walker de rentrer chez lui. Il est prêt à entamer un vol plané pour atterrir depuis l'espace. Le X-15 possède quelques caractéristiques exceptionnelles qui améliorent considérablement la sécurité de l'atterrissage, notamment des aérofreins très efficaces qui sont essentiels dans un avion non motorisé pour ajuster l'énergie et s'assurer que le pilote revienne au sol en toute sécurité. Plus ils sont efficaces, plus le contrôle de la puissance est précis et plus l'atterrissage est propre. C'est difficile à imaginer, mais le pilote fait atterrir le X-15 seulement environ 11 minutes et 8 secondes après son lancement, après avoir parcouru une distance de 542 km.
Joseph Walker entre dans l'histoire en devenant le premier pilote d'essai à s'être rendu dans l'espace à bord d'un avion fusée à 2 reprises. Malgré tous les risques du programme X-15, les courageux pilotes d'essai ont repoussé les limites de leurs compétences et de leurs conditions physiques pour maîtriser une technologie expérimentale révolutionnaire. Le succès global du programme a aidé à développer celui de la navette spatiale et a ouvert la voie à la NASA pour aller sur la Lune quelques années plus tard. Joseph Walker a reçu de nombreuses récompenses et le badge d'astronaute tant convoité, mais seulement plusieurs années plus tard. On a fait confiance à Joseph pour piloter le Lunar Landing Research Vehicle, utilisé pour développer des techniques de pilotage et d'opération pour les alunissages. Et le célèbre cratère lunaire Walker a été nommé en son honneur. 4 décembre 1970, le pilote Bruce Gernon avait 2 passagers à bord de son monomoteur Beechcraft Bonanza, son père et son associé. Ils ont décollé de l'île d'Andros, aux Bahamas, et se sont dirigés vers le nord-ouest, vers la côte de la Floride. Bien sûr, ils se trouvaient dans l'espace aérien du tristement célèbre Triangle des Bermudes. Mais c'était un vol classique que Bruce avait effectué des dizaines de fois auparavant. Le voyage durait généralement 1h30 sans le moindre accroc. Bruce a décollé et a commencé à prendre de l'altitude. Des choses étranges ont commencé à se produire dès le départ. Au début, il a remarqué un petit nuage devant lui. Mais celui-ci n'a cessé de grandir. Pas à cause de l'avion qui se rapprochait, le nuage grossissait à vue d'œil. Bruce a dû le traverser et il est sorti indemne de l'autre côté. Il a pris de l'altitude et un autre nuage mystérieux est apparu. Celui-ci était massif et Bruce n'avait pas d'autre choix que de voler à travers lui aussi. À ce moment-là, il a fait un noir d'encre tout autour de l'avion. Mais ce n'était pas un nuage d'orage et il ne pleuvait pas. Bruce commençait à s'inquiéter. Et puis, bam! Il a vu des éclairs de lumière blanche. Bruce a continué à voler pendant environ 30 minutes quand il a réalisé que c'était le même nuage qu'il avait traversé plus tôt quand il avait commencé à monter. Mais maintenant, le nuage était cylindrique et l'avion traversait son centre. Il était large et semblait sans fin. Bruce pensait qu'il ne pourrait jamais se sortir de ce piège. Mais 1 minute plus tard, il a vu de la lumière au bout du tunnel. Mais tout à coup, les parois du tunnel du nuage ont commencé à se rétrécir. Elles se rapprochaient de l'avion. Les instruments de navigation ont commencé à se dérégler. La boussole tournait toute seule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les parois continuaient à se rétrécir, de plus en plus serrées, s'enroulant comme dans un vortex. Les instruments électroniques se détraquaient encore. Le temps manquait à Bruce. Il devait sortir de cet endroit rapidement. Une vingtaine de secondes éreintantes plus tard, il s'est échappé de ce piège brumeux. Comme Bruce l'a décrit plus tard, il s'est senti en apesanteur pendant 5 secondes lorsque son avion a quitté le tunnel. Les nuages se sont dispersés et l'avion se trouvait maintenant dans une brume grisâtre. Les hommes ont poussé un grand soupir de soulagement. Il a immédiatement saisi la radio et a contacté le contrôle au sol pour déterminer sa position. Mais lorsque le répartiteur a regardé l'écran vert, son visage s'est figé dans l'incrédulité. L'avion de Bruce n'était pas sur le radar. C'était comme s'il était devenu invisible. Mais ensuite, le répartiteur a dit que l'avion était déjà dans l'espace aérien de Miami. Bruce était choqué. Cela ne pouvait tout simplement pas être vrai. Le voyage entier prenait habituellement environ 90 minutes. Mais cette fois, il n'avait fallu que 47 minutes pour arriver à destination. Son avion n'avait pas atteint comme par magie une vitesse supersonique supérieure à la vitesse de croisière maximale limitée du modèle. C'était physiquement impossible. Le répartiteur avait dû faire une erreur, mais quand les nuages se sont séparés, Bruce a vu qu'il était vraiment au-dessus de Miami. L'avion a atterri en toute sécurité et il était temps d'essayer de résoudre ce mystère. Bruce a vérifié le carburant restant et sa montre. Après un court calcul, il n'en était que plus confus. L'avion n'avait pas consommé la quantité de carburant qu'il aurait dû. Les archives montrent que 84 taches solaires ont été enregistrées ce jour-là, ainsi qu'un énorme vent solaire. Cela aurait provoqué des perturbations dans la magnétosphère de la Terre qui auraient pu perturber les instruments et les radars de l'avion. Mais jusqu'à présent, personne n'a été capable d'expliquer comment l'avion est arrivé à Miami si vite. Peut-être que la vérité sera révélée à l'avenir. En attendant, cela reste une autre énigme mystérieuse du Triangle des Bermudes. Plus de 50 navires et 20 avions ont disparu à cet emplacement depuis le milieu du 19e siècle. Tu ne trouveras pas cet endroit sur une carte papier ordinaire, car il ne s'agit pas d'une région officielle de l'océan Atlantique. Il s'agit simplement d'une petite zone d'eau en forme de triangle située près de la côte sud-est des États-Unis. Au XXe siècle, cet endroit est devenu une légende.
Certains pensent qu'il abrite une base secrète. D'autres sont persuadés qu'il s'agit d'un portail temporel. Des navires sont pris dans une forte tempête et se déplacent vers le passé ou le futur. Il existe également une théorie selon laquelle la cité de l'Atlantide se trouverait juste sous le triangle des Bermudes. Ces technologies créent des rafales d'énergie et détruisent les navires. Même les avions ont un risque de disparaître dans cette zone. Tout cela est allé si loin que si quelque chose d'étrange se produit dans l'océan, tout le monde pense que c'est lié d'une manière ou d'une autre au triangle des Bermudes. La peur du triangle est devenue populaire grâce aux livres et aux films. Les réalisateurs, les écrivains et les journalistes aiment exploiter ce sujet. Mais dans leurs œuvres, on ne voit que quelques réponses correctes. Tu peux trouver toi-même la vérité sur cet endroit si tu regardes bien. Mais d'abord, réfutons les théories les plus faibles. Objets spatiaux, Atlantide, voyage dans le temps, tous ces mythes sont apparus au milieu du XXe siècle. Avant cette époque, il n'y avait aucune trace de phénomène mystérieux. Les gens ont juste noté que beaucoup de bateaux coulaient ici. Mais ensuite, un auteur a écrit un livre sur l'Atlantide qui reposait dans les eaux du triangle. L'auteur n'a fourni aucune preuve, mais il a décrit cette hypothèse de manière très convaincante. Les gens l'ont lu et l'ont bien aimé. La psyché humaine aime lire quelque chose de secret. Lorsque tu apprends quelque chose que personne ne connaît, tu te sens spécial. Et bien sûr, tu commences à croire en ce secret. C'est donc une des raisons pour lesquelles le livre sur le triangle des Bermudes est devenu si populaire. Il a rapporté beaucoup d'argent à l'auteur, et d'autres personnes ont également voulu s'enrichir de la même manière. D'autres théories fantastiques sur le voyage dans le temps et des bases secrètes sont apparues depuis. Après cela, les gens ont commencé à réaliser des documentaires. Tous ces ouvrages consacrés à la nature mystique du triangle étaient basés non pas sur des faits réels, mais sur des théories tirées d'autres livres. Il est impossible de trouver la vérité dans ce chaos. Certaines personnes aiment connaître des secrets, même s'ils sont faux. Mais tu peux toujours trouver la vérité si tu le souhaites vraiment. Il suffit de prendre n'importe quel mythe et d'essayer de trouver des sources qui prouvent sa réalité. Le plus souvent, tu trouveras uniquement des livres et des films qui ne sont pas scientifiques. Il existe aussi des choses plus réalistes sur le triangle, mais elles n'en sont pas moins intéressantes. Selon une hypothèse, les navires disparaissent à cet endroit à cause du méthane. Des gisements de ce gaz se trouvent sous les fonds marins de cette région. Parfois, ils s'en échappent et remontent à la surface. Dès que le méthane entre en contact avec l'eau, il prend la forme de bulles géantes. Ces bulles font alors mousser l'eau et créent de grosses vagues qui font chavirer les navires. Cette théorie est bien réelle, et ce phénomène naturel existe. Mais pas dans le triangle des Bermudes. Aucune des nombreuses études n'a confirmé la présence d'une concentration élevée de ce gaz à cet endroit. La dernière éruption de méthane s'est produite ici il y a environ 15 000 ans. Une autre théorie crédible est celle des vagues scélérates. Elles se forment sans tempête ni vent. La surface de l'eau paisible peut se transformer en une grosse vague de la hauteur d'un immeuble de 5 étages en 3 secondes. Elle coule un navire, puis disparaît rapidement. La mer est à nouveau calme, comme s'il n'y avait pas eu de vague du tout. Certains scientifiques pensent que ce phénomène est dû à un courant marin de surface qui se heurte à un fort vent contraire. Mais il y a des cas enregistrés qui ne comportaient aucun vent. Une autre version affirme que la vague naît grâce à la collision de courants chauds et froids. Mais la théorie la plus passionnante parle de vampirisme cinétique, qui forme les vagues. Dans certaines conditions naturelles, les vagues acquièrent la capacité d'échanger de l'énergie cinétique. Et parmi toutes les vagues, il y aura la plus grande, la vague vampire. Elle absorbe l'énergie de toutes les autres. Quand l'énergie est accumulée, la vague vampire l'éjecte. Cela explique la force de l'impact et sa disparition soudaine. Toutes les théories semblent logiques, mais les scientifiques n'arrivent toujours pas à comprendre la nature de ce phénomène. Oui, les vagues scélérates peuvent emporter des navires sous l'eau, mais pas seulement dans le triangle des Bermudes. Elles apparaissent rarement dans toutes les eaux des océans du monde. Alors, passons à la théorie suivante. Certains de ceux qui ont navigué dans cet endroit ont signalé que leurs appareils de navigation étaient devenus instables. La boussole et l'électronique sont tombés en panne. Le signal et les communications radio ont été perdus. Nous devons observer le triangle depuis l'espace pour découvrir la raison. Si tu utilises des capteurs et des appareils spéciaux, tu verras que le champ magnétique de la Terre est affaibli au-dessus du triangle des Bermudes. Ce champ est un bouclier qui nous protège des radiations solaires. Les astronautes de l'ISS ont déclaré que le triangle reçoit plus de particules du Soleil que tout autre endroit de la planète. Par conséquent, l'électronique est instable dans cette zone.
Mais ce genre de défaillance ne se produit pas avec les satellites et autres objets spatiaux qui volent dans l'atmosphère de notre planète. Des zones où le champ magnétique est affaibli apparaissent partout dans le monde, et elles ne perturbent pratiquement jamais la navigation. Cela signifie que les navires et les avions fonctionnent de manière stable dans ce type de conditions. Pourtant, les boussoles ne fonctionnent pas correctement dans la zone du triangle. Serait-il possible qu'une anomalie magnétique affecte les systèmes de navigation? Cette théorie a été rapidement réfutée. Les scientifiques vérifient régulièrement la carte magnétique de cette région et ne trouvent aucune déviation par rapport à la norme. La raison du fonctionnement instable d'une boussole n'est pas une anomalie. Le triangle des Bermudes est l'un des rares endroits de la planète où le vrai pôle Nord et le pôle magnétique coïncident. Le vrai Nord est le pôle Nord géographique. Le pôle magnétique se déplace constamment autour du globe, directement vers le Nord. Parfois, ces pôles entrent en collision et provoquent un phénomène appelé ligne agonique. Si tu te trouves sous cette ligne, ta boussole se comportera bizarrement et ne t'indiquera pas le vrai Nord. C'est pourquoi tant de navires ont disparu à cet endroit au début du XXe siècle. Ils ne disposaient pas des technologies modernes de navigation. Et le mauvais fonctionnement de la boussole aurait pu avoir des conséquences désastreuses. Imagine que tu es le capitaine d'un navire, disons en 1901. Ta boussole guide ta route. Tu sais que tu dois toujours naviguer vers le nord pour atteindre la terre ferme. Puis tu arrives dans le triangle des Bermudes. Tu regardes la boussole et tu remarques que la position de la flèche a légèrement changé. Tu dois maintenant te déplacer dans une autre direction. Cette direction est la mauvaise, mais tu ne le sais pas encore. Tu prends le mauvais chemin et tu te retrouves dans la région des Caraïbes. Cette région est pleine de petites îles et les fonds marins ne sont pas profonds ici. Ton bateau se retrouve sur un haut fond. Tu es coincé et tu n'as aucune idée où tu es. C'est comme ça que certains navires ont disparu dans cette région. Mais si tu avais un GPS, tu n'aurais pas perdu ta route et tu aurais navigué en toute sécurité jusqu'à la terre ferme. D'ailleurs, aujourd'hui, au XXIe siècle, tu peux utiliser une boussole ici sans problème, puisque le pôle Nord magnétique ne rencontre plus le vrai pôle Nord sur le territoire du triangle des Bermudes. Les lignes agoniques sont actuellement ailleurs. Pourtant, pour une raison quelconque, des navires se perdent ici. Et maintenant, nous arrivons à la solution la plus inattendue au problème du triangle des Bermudes. Oui, les bateaux disparaissent parfois dans cette région, et la raison en est... l'eau. L'océan, la nature, appelle ça comme tu veux. Malheureusement, les bateaux coulent partout dans le monde. N'aie pas peur d'un seul triangle. Il y a des endroits sur tout le territoire de l'océan Atlantique où plus de bateaux disparaissent. Et le triangle des Bermudes ne figure même pas dans le top 10 de ces endroits. Mais pourquoi personne ne les connaît? C'est parce que les gens ont écrit des contes de fées sur un endroit particulier. L'une des routes maritimes les plus populaires de l'Atlantique passe par le triangle des Bermudes. Peux-tu deviner où se produisent statistiquement la plupart des naufrages? Dans un endroit où il y a beaucoup de voiliers, c'est-à-dire dans cette région. La seule affirmation vraie concernant le triangle des Bermudes est la fréquence des tempêtes. Mais même le mauvais temps et une mer déchaînée ne coulent pas toujours les navires. De plus, des ouragans se forment souvent sur le territoire du triangle. La région des Bermudes présente une pression atmosphérique élevée. Cette pression détourne les nuages de tempête vers le triangle. Les vents violents et les grosses vagues peuvent couler les navires et les éclairs peuvent endommager les avions. Mais ce n'est pas un fait isolé. Donc, ne tiens pas le triangle responsable de tous les problèmes. C'est un endroit magnifique et pittoresque qui attire de nombreux touristes.